Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas enregistré que j'oublie. Au moins tu t'es rappelé de ton nom, c'est déjà ça. Ouais, ça c'est la balle. Mathieu Giralt, je suis pasteur à YouTube et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Yes, ça fait longtemps, et effectivement on a raté la semaine dernière. On a raté, c'est la première fois qu'on rate un lundi, ouais. Mais Memento Mori est fait pour l'homme. Exactement. Mais pas l'homme pour Memento Mori. Exactement. Et en plus, c'était pas possible. Toi, t'étais dans le chiol pendant 2 semaines. Moi, j'ai passé 2 semaines en fait j'étais plus Mori que Memento. Et avec la maladie, et c'était juste pas possible. J'avais une laryngite, tu vois. Donc non, tu vois pas. Ouais, ça pique la gorge et quand tu parles, ça fait mal. Et donc ça, c'était la première semaine. Ouais. Et après, j'ai eu la gastro. Ouais, donc, pour pas abîmer mon micro, il valait mieux que je reste chez moi. Voilà. J'y pensais là pendant que tu faisais l'intro. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une émission sur les champignons et l'appeler Memento Mori? Énorme mon gars. Ah ouais, mais grave, à l'automne. Mais c'est l'automne. Mais oui, oh là là, mais magnifique. Oh, trop bien. Bravo, merci pour ce jeu de mots là, tu m'as refait ma journée mon gars. Et on pourrait faire un logo avec une amanite tue-mouche et avec un crâne, tu vois? Ouais. Une amanite, ouais, grave. Une amanite qui pousse sur un crâne et le coq il la bouffe et il crève. Ok, bon, on réfléchit. Ouais. En tout cas, on est de retour cette semaine. Ouais. Donc quand ça va sortir, ça fera aussi une semaine que tu as fait le webinaire. C'était un webinaire sur le site Tout pour sa gloire sur la pornographie. Ouais. Comment ça s'est passé? Écoute, alors je vais rentrer dans le confessionnel et j'ai trouvé que c'était hyper bizarre de parler à une caméra pendant 30 minutes. Ouais, ça c'est clair. Voilà, ouais. Tu te dis, il y a beaucoup de monde derrière, mais toi, tu es tout seul dans une pièce avec une caméra, c'est assez étonnant. Et je me suis dit qu'en fait, le travail de présentateur télé, c'est le truc qui, moi, me saoulerait le plus au monde à faire. Parce que fixer un objet inanimé pendant une demi-heure, est-ce que tu fais ça avec autre chose qu'une caméra ? Ouais, mais en fait, t'as quand même, dans le cas de la télé, et puis même du cinéma, t'as le réalisateur derrière, t'as le cadreur, t'as le régisseur. Non, mais de regarder là, tu vois, je te regarde toi, tu vois, je vois ta trombine. Tu vois, bon, c'est pas mieux, mais au moins c'est vivant, tu vois. Et c'était juste ça qui était difficile. Mais en tout cas, non, c'est génial de se dire que depuis un point, juste à un endroit en France, enfin, la technologie nous permet de faire des trucs extraordinaires. Et c'était cool, quoi. Ouais, non, très bonne expérience. Puis on en fera un autre bientôt, mais non. Ah purée, je suis perdu dans la boucle spatio-temporelle là. Est-ce que là on sort ? Est-ce qu'on est actuellement... Les gens sont en train d'écouter, est-ce qu'on a fait notre webinaire ? Non ! Aujourd'hui, si vous écoutez ça quand le podcast sort, on sera le lundi 8. D'accord. Ce qui veut dire qu'on vous donne rendez-vous vendredi soir. Vendredi, ouais, voilà. Vendredi. Ouais. Vendredi 12. Ouais. Vendredi 12 à 20h30. On fait un webinaire avec Raph. On le dira à la fin. Voilà, et il y aura des liens, on fera un petit teasing à la fin. À la fin, on vous dit un peu de quoi on va parler. Ouais, ok, excellent. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons vous parler de la voix. Ici, la voix. Si vous désirez que Mathieu se coupe la moustache, tapez 1. Et si vous désirez qu'il fasse plus de jeux de mots, tapez-le. Alors, on va parler de télé-réalité. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. C'est un épisode qui nous a été inspiré en fait par la lecture d'un bouquin qu'on a eu ensemble. On va vous mettre le lien dans la description,
qui s'appelle Stories We Tell. C'est de Mike Cosper qui analyse un petit peu tout, justement tout ce qu'on regarde, toutes les histoires qui nous sont racontées, et on a trouvé son chapitre sur la télé-réalité hyper intéressant. Et la télé-réalité étant un phénomène quand même important, toujours d'actualité, très consommé, très regardé, on s'est dit qu'il était temps, et on a fait un immense sacrifice, c'est que j'ai regardé un épisode des Anges de la télé-réalité. Je crois que c'est ça qui m'a rendu regardé malade. Seul. En fait, c'est pour ça, mais voilà, chercher la cause, c'est ça qui m'a rendu malade. Mais après, celui qu'on a regardé, il faut dire, il était un peu intéressant parce que c'était tout le début, donc on voit un peu le cadre dans lequel ils arrivent. Ouais. Mais c'était moins pire à mon avis qu'un machin qui est en milieu de saison où ils se pourrissent tous, où ils sont tous en couple, Et t'as vu ils font n'importe quoi. T'as vu ce que je t'ai envoyé là aussi, les bêtisiers. Enfin les pires. Ouais. Non mais ça c'était terrible. Bon, ça pique, hein. Mais en tout cas voilà, c'est en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, cher auditeur, c'est que on s'est posé la question, est-ce que en fait ça marche encore la télé-réalité, puisque Matt et moi on n'a pas la télé. Et donc on regarde simplement via Netflix ou Netflix ou des trucs comme ça, des films que nous on choisit, et en fait on savait pas s'il y avait encore autant de télé-réalité que ça, mais en fait oui, et en fait c'est même inondé, il y en a jamais autant eu, et en fait du coup d'où la question en fait, d'où l'idée de se faire un podcast, de faire un podcast parce qu'on est entre potes. Là-dessus. Alors, première question qu'on voudrait se poser, c'est quels sont les concepts que nous vend la télé-réalité. Alors, en fait, en gros, c'est essayer de définir ce qu'est la télé-réalité. Mathieu, s'il te plaît. Ouais, alors, je dis les concepts qui apparaissent dans celui qu'on a vu ou en général. Ouais, en général, ouais. Alors, en général, la télé-réalité, comme le nom l'indique, c'est une émission de télé qui voudrait nous montrer la réalité de personnes qui le plus souvent sont en situation de huis clos. Donc, en fait, on vit ou on voit le quotidien de quelques personnes qui sont entre eux pour un certain temps et qui ont des choses à faire. Alors des fois il n'y a rien à faire, hein, ouais. Ou alors il y a des défis, mais c'est des défis qui n'amènent pas plus loin que, il y a des filles, que la télé-réalité. Il y a des filles et des gars, souvent mélangés. Il y a des défis et des filles. Ouais. Après il y a des télé-réalités qui ont un angle particulier. Par exemple, je prends Koh-Lanta. Koh-Lanta c'est une télé-réalité avec un angle particulier, avec l'angle du survivalisme. Ouais, ou du scoutisme, plutôt. Du camping. Du camping, ouais. Après, la télé-réalité attends, si tu veux, juste, je complète, je te dis ça parce que je suis tombé sur un article là, qui est en lien, qu'on vous met en lien, c'est sur les types de télé-réalité. Je trouvais ça, c'est un peu une typologie. C'est intéressant, il disait, en gros, il y a la vie en communauté, donc c'est le plus répandu, c'est celui que tu as dû, en gros, c'est le huis clos, ou 9, des fois ils sont même plus, ils sont peut-être 10 ou 12. Il y a les télécrochets, c'est-à-dire toutes les Star Academy, etc. Et en gros, c'est une compétition. Voilà, c'est le principe de la compétition. Il y a ce qu'ils appellent environnement de vie, où là le principe c'est d'inviter les participants à vivre dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, style Pékin Express, Koh-Lanta, etc. Il y a celles qui sont orientées strictement sur la séduction, type Île de la Tentation. Mais ça, j'ai halluciné que ça avait pu exister, ça. Ou Bachelor. Ouais, voilà. Ou L'amour est dans le pré. Marié au premier regard. Ouais, voilà. Un peu, voilà, tous ces trucs-là. Il y a les mises en scène de vedettes. Donc, c'est centré autour de personnages publics.
filmés Ah, dans genre leur les cadre de Kardashians, vie. quoi. Voilà, style famille Kardashian, famille, etc., etc. Voilà. Ou d'autres qui utilisent des célébrités pour les mettre. Tu as un combo, si tu as des vedettes que tu mets dans un environnement de vie spécial, etc. La ferme célébrité. Exactement. La ferme célébrité. C'est vrai, si tu mets une virgule entre la ferme célébrité, ça tout de suite, ça change de sens de la phrase, tu vois. Voilà, et après tu as des trucs sur les modes de vie ou expériences de vie, tu vois, genre Super Nanny, c'est des experts qui viennent conseiller des gens en difficulté, etc. Ou même Ah oui, ils vont d'accord. jusqu'à faire un genre à part de tout ce qui est de rénovation. En gros, là, c'est le chantier, quoi. C'est la pelleteuse, c'est le machin, c'est tu filmes des émissions, Ouais, c'est ça. changement d'espace de vie. En au fait, travail. après, il y a eu des hybrides entre des, des espèces de documentaires, mais tournés sous l'angle de la télé-réalité, quoi. Ouais, voilà, ouais, les mecs. Ouais. Et en fait, donc, je trouve que c'est marrant, moi, parce que ça montre que les chaînes veulent toucher tous les publics et que la télé-réalité, en fait, elle s'adresse à un public hyper large, quoi. En fait, il faut capter tous les publics avec plein de concepts d'émissions différents. Ça, c'est intéressant. Ouais. Après, ça reste quand même des gens qu'on suit. Oui, voilà. Et ok, là j'anticipe un peu Ouais, ouais. des questions qu'on aura plus tard, donc je vais Ouais. pas plus loin. Après, il y a quand même aussi, ça c'est, je veux dire, presque un aspect objectif. Il y a d'autres ingrédients. Et là, je m'appuie aussi sur des interviews qui ont été faites. Par exemple, Jérém Star. Tu sais, ce gars qui fait des interviews de gens de télé-réalité dans son bain. Oui, qui a eu des problèmes avec. Enfin, je sais pas, avec la justice, mais en tout cas, il y a eu un scandale médiatique. Ouais, il a eu au cœur d'un scandale. Alors, médiatique, ouais. Je sais pas où c'en est, mais. Ouais. Et lui disait, c'est vraiment tout ce qui provoque, trash, scandale, polémique. Et lui, il a dit une phrase que je trouve qui résume bien aussi le délire, c'est « Bad buzz is good buzz ». Ouais. C'est en gros, du buzz, c'est du buzz. Ouais, voilà. Et ça montre aussi un des L'audimat, quoi. un des biais, et en même temps qui est un travers de la télé-réalité, c'est que tout fonctionne sur la célébrité pour rien. Ouais. C'est ça. Mais c'est le fait d'être célèbre, en fait. Ouais, c'est ça. Et il y avait une fille, alors, je sais pas, c'est un truc que tu m'as envoyé, je crois, à regarder, qui disait « Tout le monde va me regarder ». Et ça, c'était c'était son but, en fait. Tu vois. Ouais. Et malheureusement, des fois, c'est pour le pire, quoi. Et en fait, il y a ce truc, on pourrait le résumer en 3 mots, je pense. La plupart des trucs, c'est vouloir être reconnu. Ouais. C'est une reconnaissance. Et c'est intéressant parce qu'on peut jouer l'ambivalence du mot. C'est que non seulement la célébrité, c'est la reconnaissance au premier degré, quoi. Ouais. C'est-à-dire les mecs se font reconnaître dans la rue et ça alimente aussi leur notoriété, leur célébrité. Mais en fait, au fond, tu vois tous qui cherchent quelque chose d'autre. Ouais. C'est genre, ils cherchent à être reconnus pour ce qu'ils sont. Ça, c'est le degré premier. Ouais. Et encore, après, ils font valoir ça. Ouais, C'est-à-dire que Kardashian, quand elle dit mais toi, qu'est-ce que tu fais, elle dit je suis moi et je fais vendre. Ouais. Genre, elle, son talent secret, c'est d'être elle-même, tu vois. Donc là, on arrive à un degré assez ouf, tu vois. Ouais. Mais chacun, tous, ils veulent faire soit de la musique, soit ils veulent faire du cinéma. En fait, ils voudraient que la télé-réalité soit un tremplin vers quelque chose d'autre. C'est ça. Et moi, enfin, tu vois, dans la question qu'on s'est posée, là, c'est en gros les concepts que nous vend la télé-réalité. Pour moi, le mot vendre, il est hyper important. C'est que pour moi, on peut dire ce qu'on veut, Kim Kardashian ou des personnages comme ça, enfin des personnes qui ont su utiliser ça, sont des personnes qui ont réussi à saisir la balle au bon et qui assument clairement simplement d'être juste elles-mêmes et avec leurs scandales, etc. et se font de l'argent. Au final, elles sont bien contentes parce que pour elles, ce qui compte, c'est la notoriété et l'argent. Mais ceux qui ont eu l'idée de créer ça,
sont aussi les grands gagnants, c'est-à-dire que ça génère autour de ça une pub phénoménale. Et quand tu vois justement tous ces concepts, même de télécrochet, où tu as même des trucs maintenant pour enfants, tu vois, des nouvelles stars enfants, etc. Enfin bref, le but c'est de toucher tous les publics, et donc il ne cesse d'inventer des concepts qui te permettent en fait de te vendre des choses par les pubs, quoi. Et encore une fois, on en revient sur ce qu'on avait dit déjà, c'est que en fait, on est le produit quand c'est gratuit. Et finalement, les participants de ces trucs-là sont aussi des marchandises qu'utilisent les producteurs de ces émissions-là pour générer un max d'argent, et savent en fait créer de la notoriété à partir de rien. Mais bon, là, on anticipe déjà peut-être un petit peu la suite, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un paradoxe où on nous vend une réalité qui ne correspond pas à la réalité. Parce que tu vois bien que tout ce qu'on te fait vivre n'a rien à voir avec la réalité. C'est pas de l'espionnage, quoi. Je me souviens du logo, je viendrai toujours du logo, tu sais, de Secret Story, où genre t'as un œil qui est caché. Et en fait, sauf que c'est le truc hyper médiatisé, il y a des caméras de partout dans la maison, ils sont avec des micros et tout ça, et on fait croire aux spectateurs qu'en fait, ils voient quelque chose qu'ils ne devraient pas voir, tu vois. Et... C'est pas Love Story déjà, l'œil? Ah si, j'ai dit quoi? T'as dit Secret Story. Ah ouais. Mais en plus, en fait, je sais même pas c'est quoi je saurais même pas te dire la différence entre les deux, en fait. En fait, Love Story, il faisait rien. Ouais. Et Secret Story, il devait deviner les secrets des autres. En faisant rien. En faisant rien, ouais. C'est ça. Ah si, après, ils avaient des défis, des machins, des trucs comme ça. Mais... Excellent. Mais tu vois, je suis retombé, peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans le webinaire, je sais pas encore, de Truman Show. Truman Show, c'est fait en 98. Big Brother, tu sais, la télé-réalité, je crois que c'est anglais, fondatrice. C'est fait en 97. Ouais. Et bien sûr, le nom Big Brother est 1984, emprunté, voilà, George Orwell. À 1984, dont on a déjà parlé. Ouais. Et Truman Show, en 98, il a déjà une vision de la télé-réalité. En fait, c'est une critique de la télé-réalité. C'est fou, hein. Et je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, il y a plein de placements de produits. Oui. Dans Truman Show. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui le fait tiquer à un moment donné, la fameuse scène à qui tu parles. Oui. Parce que la meuf, elle est là, l'autre, il est en train de se poser des questions, il lui parle, machin. Et là, elle s'arrête d'un coup, elle montre je crois que c'est un truc de cacao. Ouais. Et elle dit, tu veux pas ce nouveau cacao? Ce nouveau cacao est composé à nanana. C'est exactement ça. Et en fait, tu vois déjà le délire. Le mec, c'est 1 an après Big Brother. Love Story en France, c'est 2001. Donc c'est 3 ans après après Truman Show. Ah, je me souviens, j'étais alarmé. Et tu vois déjà que le mec, il avait capté vraiment les délires du truc, quoi. Ah ouais, non, c'est fou. Bah alors, avançons, si tu le veux bien. Avançons ensemble. Bien sûr. Ensemble. En regardant dans la même direction. Ouais, voilà. Et vers l'éternité. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà. Et plus loin on va, mieux c'est. Parce que c'est plus loin que l'on va le mieux. Oui, et il faut toujours faire attention, car pierre qui roule n'amasse pas beaucoup de mousse. On dit que ça n'amasse pas de mousse. Tout dépend de la vitesse à laquelle elle roule. Namasté. D'accord. Bon, allez, stop. On arrête. Alors, justement... maintenant on va un peu rentrer dans l'analyse, même si on l'a déjà fait, c'est à quelle aspiration du cœur humain la télé-réalité fait-elle écho, et tu as déjà commencé à dire là-dessus. Je voudrais juste renchérir, c'est sur justement cet égocentrisme, l'importance, ce désir d'être connu. Et ça, c'est hyper fort, hein. C'est l'idolâtrie de soi, d'être dans une vie qui est fantasmée. Et je trouve que c'est... même Mike Cosper le dit, en gros, le but, c'est d'être célèbre pour être célèbre, c'est tout. Tu ne viens pas célèbre parce que tu as fait quelque chose. La célébrité ne vient pas comme la conséquence d'une réussite, mais c'est une célébrité qui a été castée
par des producteurs mis en place, etc. Et du jour au lendemain, tu es propulsé, connu par des millions de personnes pour strictement rien. Ouais. Ça, c'est fou quand même. D'ailleurs, il dit je cite Cosper, Ouais. il dit que la télé-réalité nous montre le rêve de la classe moyenne, qu'on peut devenir célèbre en étant juste qui nous sommes. Voilà, c'est ça. Sois celui que tu es et ça suffit pour être célèbre. Et je pense que ça... Alors justement, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça renvoie à quelque chose de fort, c'est que tu as une jalousie, je pense, qui est latente chez nous tous quand on voit ceux qui réussissent et qui sont sur les plateaux télé, etc., des gens qui sont justement devenus célèbres, et on se dit, ouais, ils ont une vie de rêve, je voudrais la même. Et finalement, la télé-réalité te permet de mener la même vie qu'eux, sauf que ces personnes-là, elles, ont travaillé, sont arrivées par pour telle ou telle raison, tu vois, sur la scène publique, mais pas ce que t'offre pas le concept de la télé-réalité, quoi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu trouves d'autre comme aspiration, toi, du cœur humain Bah, on l'a dit, il y a ce désir d'être reconnu. Et puis, je trouve qu'on suit avec eux, parce que certains, en fait, sont dans une quête. Je trouve que quand on suit ces personnes-là qui deviennent des personnages d'une histoire qui se construit, en fait, le montage édite la vie dans le château, dans la villa, dans la ferme, quel que soit le lieu. Le montage de l'émission édite les histoires, enfin les émissions pour qu'elles deviennent des histoires, en fait, et que ça construise au fil d'une saison des rebondissements, des personnages, etc. Tu vois, la temporalité, on ne sait pas dans quel ordre se passent les choses, on ne sait pas ce que les gens se sont dit entre deux dialogues qu'on nous montre, et en fait on assiste à des histoires. Et en fait, comme toutes les histoires, nous, on va s'identifier aux personnages. Et souvent aussi, ces personnages nous montrent une quête d'eux-mêmes, une quête de trouver qui ils sont, de trouver aussi quelle est leur valeur, quel sens ils pourraient donner à leur vie. Et en fait, on est aussi là, c'est-à-dire que nous aussi, on voudrait trouver notre valeur, nous aussi on voudrait trouver un sens, et nous aussi on a des rêves qu'on voudrait vivre, quoi. Ouais. Et je trouve que on nous montre un panel de personnages types, et il y a forcément un que tu vas adorer, l'autre que tu vas adorer détester, et voilà, donc tu te retrouves au milieu de tout ça. Et on aspire aussi à vivre ce moment où on a un peu toutes les chances, tu vois. C'est ça. C'est genre, tu rentres là et tous les possibles sont là, quoi. Et puis, on cherche toujours à s'identifier à des stars, mais on se dit, tu vois, enfin, si tu prends par exemple des artistes ou des choses comme ça, tu te dis, bon, c'est des personnes qui ont réussi et qui sont vraiment uniques. Alors que le principe de la télé-réalité, c'est comme l'introduit Cosper là, dans son bouquin, c'est de se dire je pourrais être à la place de cette personne. Donc le processus d'identification est bien plus direct et te permet justement de t'identifier et de vivre ce qu'ils vivent et de rêver à ce que les autres vivent, quoi. Et moi, en plus de ça, tu vois, il y a un truc que je trouve hyper intéressant qui se développe. Alors je pense que quand il a écrit le bouquin, Mike Cosper, j'ai pas regardé l'année de nouveau, mais je trouve que c'est dingue la façon aujourd'hui, si tu vas par exemple sur YouTube, toute la partie des vlogs, tu vois, où en fait, donc en gros le principe c'est des gens qui se filment, qui filment leur journée. Et apparemment sur maintenant sur tous les réseaux sociaux, tu peux faire un peu la même chose, c'est-à-dire tu peux faire des courtes vidéos que tu envoies à tes contacts, des stories ou des trucs comme ça. Enfin, je parle avec des pincettes parce que n'ayant plus ces applications-là, une brêle. Je suis une brêle, mais en gros, je crois que c'est ça, tu peux envoyer des vidéos de toi, etc. Enfin bref. Et il y a ce côté-là
où tu parlais toi du point de vue des réalisateurs, où on te raconte une histoire. Mais ce que je trouve maintenant, en fait, la télé-réalité, pour moi, c'est une étape encore suivante. C'est-à-dire, on pourrait parler de tu vois, télé-réalité, quoi. Où en fait, on se met en tant que nos propres cinéastes de notre propre vie pour enfin être le centre du monde et enfin maîtriser totalement son image et se montrer simplement tel qu'on le souhaite et en pouvant faire le tri de tout plein de choses, quoi. Donc ça, je trouve c'est ça, mais il le disait déjà à propos de Facebook, il disait la timeline, enfin le fil de ton Facebook est ta version d'une émission de télé-réalité. C'est ça, quoi. C'est ça. Et tu pousses avec c'est en germe, et tout ce qu'on fait maintenant avec l'évolution de toutes ces applications-là, des vlogs, etc., on pousse ça encore plus loin, quoi. Ouais. Et peut-être un autre truc, tu vois, quelle aspiration du cœur humain la télé-réalité fait-elle écho, qu'on pourra aussi reprendre à la fin avec la question sur le point de vue Memento Mori. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est l'épisode qu'on a vu là, qui était les anges à Miami, non, Los Angeles. Ouais. Un truc des anges, et on a regardé, Raph et moi, le premier épisode de la saison. Le premier épisode de la saison, il montre quoi? En fait, il présente les personnages et il montre l'arrivée dans la maison. Et en fait, j'ai vraiment été marqué par un truc, c'est que la manière dont il présente et la manière dont ceux qui arrivent en premier découvrent le lieu, c'est vraiment comme un Éden, en fait. C'est le lieu parfait. C'est le lieu où il y a tout ce qu'il nous faut pour nous épanouir. C'est le lieu où il y a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. C'est le lieu où il y a tout ce qu'il nous faut pour vivre en communauté et bien vivre. Ouais. Et ça fait un écho de ouf à l'Éden, tu vois. Et je re-regardais des extraits de Truman Show la dernière fois. Et t'as Christophe, tu sais, le réalisateur de l'émission, du Truman Show, celui qui a tout pensé. Quand il y a cette femme qui l'appelle à la fin de Truman Show pour lui dire que c'est inhumain, faut arrêter, blablabla. Lui, il dit, j'ai donné à Truman la chance de vivre, enfin la chance. L'opportunité. Ouais, l'opportunité de vivre une vie normale. Le monde dans lequel on vit est un monde malade. Sea Haven, c'est la ville dans laquelle Truman vit, et en quelque sorte tel que le monde devrait être. Et en fait, j'ai revu ça après avoir vu l'émission, et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est le même principe, en fait, on nous montre la villa, on nous montre le truc en début d'émission comme le monde tel qu'il devrait être, et c'est comme si on refaisait le début du monde avec tu vois, une nouvelle histoire qui peut se faire. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, exactement, et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que, et très ironique, c'est que dès le premier épisode, les 4 premiers mecs, ils arrivent, ils se mettent, ils font le tour, ils vont dans la piscine, ils sont comme des dingues, ils disent, on va faire des courses. Ils vont faire des courses. Pendant ce temps, évidemment, t'as tous les autres qui arrivent. Et dès que les 4 qui étaient partis faire les courses reviennent, c'est déjà le bordel. Ouais. C'est déjà le bordel. Et il y en a un qui pète un plomb déjà en disant, ouah, mais nous, on avait tout rangé. Pourquoi t'as mis tes affaires là? C'est sale, c'est machin. Et en fait, on voit presque la création et la chute. Exactement. Même si tu dans l'épisode tout 1. Ce qu'il faut. Ouais. Tous les bons ingrédients, malgré tout, ça... Et c'est ça, finalement, moi je trouve, qui est très intéressant, et que cet épisode, finalement, d'un point de vue de l'analyse, était intéressant, c'est que, justement, ça te montre que la télé-réalité véhicule des choses qui sont sous une enveloppe esthétique qui est magnifique, où ils mettent vraiment l'emphase là-dessus au niveau esthétique, et c'est ça qui t'accroche aussi en tant que spectateur. Quand tu vois ces villas, quand tu vois toutes ces choses-là, t'as envie de regarder, parce que
t'as des personnes en général, voilà, que ce soit les filles, les gars et tout ça, enfin, tu vois, c'est vraiment des stéréotypes et des archétypes même de ce que doit être un homme ou une femme aujourd'hui. Et en fait, c'est au final quelque chose qui est où tu vois quand même que derrière cet emballage-là, tu as des choses vraiment très perverses et irréelles qui sont présentées, parce que la vie dans une villa de rêve comme ça, avec le budget où tous les jours on te paye t'as une production qui te paye des activités de fou à faire, où on te propose de vivre tes rêves, etc., blablabla, c'est du fake, quoi. Personne n'arrive là comme ça, quoi. Et en fait, ce que je trouve justement pervers, c'est que c'est le fait que c'est des personnes qui sont du jour au lendemain célèbres, mais de façon totalement factice, parce que c'est une célébrité qui a été mise en scène et fabriquée, créée, tu vois, par une chaîne. Et en fait, tout le monde en parle parce que toutes les chaînes font pour te les mettre de façon omniprésente. Tu vois, et d'un coup tu crées cette popularité, et chez beaucoup de jeunes, je discutais avec Marion en préparant l'épisode, qui elle est donc travaille dans un lycée à Grenoble. Marion, c'est ta femme, hein. Marion, c'est ma femme, ouais. Et en fait, elle m'expliquait que je lui demandais vraiment si les jeunes, la télé-réalité, tout ça, enfin elle qui les côtoyait, tu vois, les lycéens, et elle m'a dit, mais écoute, t'imagines même pas comme ils sont accros à ça, et comme ils s'identifient, à quel point ça les influence dans les vêtements, dans les trucs, dans la façon de parler, voilà, elle me disait, mais tu vois, la Nabila, ou tu vois, des personnages qui sont plus connus du grand public et tout ça, impactent à fond, et en fait sont connus pour en fait n'avoir rien fait, mais ils ont été fabriqués, quoi. Tu vois, c'est même plus des personnes réelles, c'est des personnages qui ont été fabriqués, et tu sens que eux-mêmes sont enfermés dans ce personnage-là qui leur a été créé, et ça, je trouve que c'est complètement dingue, tu vois. Et tu vois, par exemple, Loana, les ravages que ça a fait dans sa vie à cette fille, ça fait vachement de peine, quoi. Ouais, c'est clair. Et un autre truc, alors je crois que c'est Cosper qui le dit, mais je suis pas sûr, qui est un des trucs de la télé-réalité aussi, c'est de transformer le vice en vertu. Comment on dit ça? Non. Cheap entertainment. En divertissement. Pas cher, léger. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, il transforme le vice en divertissement. Et ce qu'on devrait trouver comme scandaleux, ça devient doux au palais, tu vois. Ouais. C'est un petit goût de sucrerie qu'on a envie de remanger. Justement, ouais. Et on voit les trahisons, on voit la violence, on voit la misogynie, on voit toutes les stratégies dégueulasses, et notamment alors dans les trucs plus psychologiques comme Koh-Lanta. Ah, c'est l'angoisse. On voit les crasses, et tout ça en fait, on le transforme en quelque chose qu'on en veut plus, parce que ça crée des rebondissements. Exactement. Et ça crée aussi une histoire qui est plus intéressante. Ça crée du drama. Un truc que dit Cosper, ouais, exactement. Un truc que dit Cosper aussi qui est intéressant, il dit les histoires à la télévision visent les extrêmes parce que la vie réelle est trop ennuyante. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est qu'avant, c'était les aventuriers, tu vois, c'était des trucs d'aventure, de machin. Maintenant, c'est juste des embrouilles pourries d'adolescents. C'est juste un prétexte, le contexte. Ouais. Les aventures sont la plage. Pour vivre des trucs, tu vois. Exactement. Moi, j'avais pour être tout à fait franc avec toi, je rentre dans le confessionnal. Et j'avais commencé à regarder une fois une saison de Koh-Lanta. Attends, excuse-moi, je te coupe. En rebondissant sur ce que tu dis, ce truc de confessionnal, c'est exactement le format des face cam, tu sais, qui ponctuent les émissions, où on a l'impression que les mecs viennent se confesser. Ouais, exactement.
tu sais, quand ils parlent Ils disent vraiment face caméra, là. Ouais, non, mais ouais, enfin, Et c'est ce truc-là, c'est ce truc-là où c'est l'intime, c'est le... Exactement. C'est hyper bien pensé, en fait. Dans le principe, c'est hyper bien pensé. Genre là, tu peux te livrer, c'est entre toi et le spectateur, et les autres savent pas, et dis tout ce que tu penses de mal de l'autre, et c'est génial, tu vois. Mais comme le truc de Koh-Lanta, quand il signe, il dit... Désolé, je voulais pas te monter, tu sais, aux éliminations. Exactement, là. Ouais. Mais tu vois, par exemple, le principe, même dans Koh-Lanta, pourquoi j'ai essayé de regarder quelques épisodes parce que je trouvais l'idée, justement, de survivre et tout ça, c'est attrayant, tu vois. Ils sont dans des endroits, c'est merveilleux. Le mode survie et tout, tu te dis, ouais, c'est une aventure un peu, c'est un seul au monde vécu. Ouais, bon. Mais en fait, le principe même que tu sois en équipe et que tu doives t'entraider pour survivre, et que tu dois, en fait, derrière, après, ils t'injectent du darwinisme, où tu dois éliminer le plus faible, c'est d'une perversité où c'est créé sur le cadre le proposé. Le plus faible ou le plus fort Ouais, le faible ou le plus fort, mais en gros, où c'est un mode de survie, tu vois, en fait, c'est du pseudo-travail d'équipe, tu vois. Et en fait, on confronte et tu mets en opposition. C'est comme deux aimants, tu sais, qui sont, tu vois, Paul avec le même pôle, tu sais, qui peuvent pas s'approcher. Il y a des antagonismes qui sont créés entre la quête individuelle et censé créer, et d'un autre côté censé être en fait une quête qui est collective et de la solidarité. Et en fait, je trouvais ça tellement pervers que ça m'a gonflé, et je me suis dit mais en fait c'est juste créé, ça c'est fait exprès pour m'accrocher et me faire regarder la suite pour en fait des embrouilles à deux balles, et en fait il se passe rien, c'est un tel qui a voté contre un tel ou machin et tout ça, et en fait il y a rien, c'est l'empire du vide sauf qu'il bouffe dans des coquillages, et toi t'es là et tu regardes ça et t'es pris et tu perds ton temps comme ça, quoi. C'est hyper mais tu vois, moi je trouve avec ça finalement c'est un petit peu la télé-réalité comme des arènes modernes, tu vois. Tu vois, les arènes, t'avais des vrais gens qui étaient censés vivre, tu sais, qui étaient là pour te divertir, à qui il arrivait des choses horribles. Et ben, finalement, la télé-réalité, c'est un peu le même principe. C'est que t'as un voyeurisme, et ça révèle chez nous. Je trouve ça révèle aussi beaucoup de choses au niveau... L'audience révèle beaucoup de choses. C'est que, en fait, et c'est fait exprès encore par les producteurs, c'est qu'ils te castent des personnes qui sont stéréotypées, qui, au niveau du physique, tu vas avoir la blonde peroxydée, le mec beau gosse, etc. Mais ils prennent des gens qui, malheureusement, pour eux, ont très peu de culture générale, etc. Et ils font tout, ils leur font passer des tests de culture générale, etc. pour toi te permettre derrière ton écran d'être là, à te moquer d'eux, et ça nourrit ce plaisir-là, où au lieu où normalement tu dois avoir de l'amour pour ton prochain, en fait tu te réjouis de voir la personne se faire démolir, de se faire ridiculiser devant des millions de personnes, et en fait ces personnes-là n'ont pas de recul, et je pense que une fille comme Loana, par exemple, a pris du recul sur ce qu'elle avait vécu, dans quoi elle s'était fait embarquer, et derrière ça l'a détruit, quoi. Tu vois, Ouais, après, ça c'est Loana, c'est la première génération, tu vois. Je pense que les autres, alors il y en a qui, je pense, qui n'ont pas le recul. Je pense que beaucoup ont le recul, dans le sens où ils savent dans quoi ils s'engagent, mais ils disent que le jeu en vaut la chandelle. Mais c'est ça, c'est qu'ils se vendent pour une gloire éphémère, mais ils veulent y goûter à tout prix à cette gloire éphémère. Et ils sont prêts à tout. Et je pense qu'il y en a même qui se ridiculisent exprès, quoi. Parce qu'ils veulent être connus pour être connus. C'est le narcissisme qui est là, quoi. Et t'as aussi l'autre côté, c'est l'identification, quoi. En fait, tu t'identifies à ces bimbos et ces gars-là, et en fait, tu veux être comme eux parce que tu rêves, toi qui es derrière ton canapé, qui a une vie où tu es dans l'anonymat de partout tout le temps, tu cherches la célébrité, tu voudrais être l'attention des autres, tu crois que c'est ça qui va te rendre heureux, mais au final c'est quelque chose qui est hyper pervers, parce que c'est un mensonge, quoi. Et c'est juste l'inverse, c'est que ça crée juste de la frustration, c'est terrible.
Et juste, tu vois, il y a pas longtemps, là, j'ai écouté le dernier album de Youssoupha. Et Ouais. il a un titre qui s'appelle Polaroid, où il parle un peu. Ah oui, je l'ai écouté, T'as ouais. entendu? Et dedans, il a une punchline que j'ai trouvé vraiment pas mal en pensant, ça m'a fait tout de suite penser à notre épisode. Il dit les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, non, ils grandissent. Et en fait, je trouve que la télé-réalité veut justement te vend ça, c'est d'esquiver, si tu veux, cette notion de grandir, de croissance, où en fait tu deviens quelqu'un, tu te construis, tu arrives à un succès, tu vois, ce qui est la chose, bah, voilà, où quand tu as quelqu'un qui a travaillé dur, et que ça soit dans tous les domaines de ta vie, tu vois, même professionnel, tu as travaillé dur, et tu réussis dans ton entreprise ou dans ta vie professionnelle ou familiale, tu as fait des efforts pour ça, etc. Et en gros, c'est le fruit de quelque chose. Alors que là, en fait, c'est totalement factice, puisque ça t'est donné sur un plateau, quoi. Ouais, et puis alors là, c'est encore plus le cas dans les émissions genre The Voice ou La France a un incroyable talent ou je sais pas quoi, où c'est carrément la scène. C'est-à-dire que t'es projeté littéralement sous le feu des projecteurs et devant un public. Donc, donc tu peux être fait artiste connu nationalement en quelques mois, quoi. Ouais. Et oublier aussi, parce que tu en as chaque année, tu as plusieurs trucs de crochet comme ça. Il y en a combien qui, derrière, sont vraiment connus, tu vois, je crois pas qu'il y en ait des masses, quoi. Je connais Jennifer, tu vois. Ouais. C'est déjà pas mal. Bah alors... Ok, peut-être... Ouais. Vas-y. Bah, moi, j'allais lancer la dernière question. Vas-y, mon gars, lance-la. Du coup, comment on peut regarder la télé-réalité, alors pas forcément la regarder littéralement, mais la considérer en tout cas, d'un point de vue Memento Mori. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ouais, la fin comme point de départ sur notre vision sur Memento Mori. Moi je dirais le premier truc, c'est que ça révèle du cœur humain, vraiment cette faille narcissique que l'on a, et qu'on souhaite à tout prix combler, cette carence affective, cette carence de reconnaissance, ce désir d'être connu. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que dans notre vision biblique du monde, on sait que on est connu, que Dieu nous connaît, Dieu créateur de toutes choses nous connaît, et qu'il nous aime tel qu'on est. On n'a pas de personnage à se construire, et il porte son attention vis-à-vis de chacune des personnes, quoi. Et qu'en fait, l'homme qui est toujours dans une quête d'audience, je pense moi je sais, c'est quelque chose qui me garde, tu vois, à mon échelle, tu vois, dans mes responsabilités pastorales, où tu te retrouves à prendre la parole régulièrement devant plusieurs centaines de personnes. Tu peux créer, enfin tu vois, tu peux connaître à une échelle microscopique cette notion-là, tu vois, ou par rapport à des personnes de l'église, où toi tout le monde connaît ton nom, tu vois, dans l'église, forcément, t'as ce côté-là public. Mais en fait, la seule audience qui est nécessaire, c'est celle de Dieu, quoi. Et de réaliser qu'on vit aujourd'hui, et que Dieu, qui est l'être parfait suprême, qui est le créateur de toutes choses, a un regard sur nous qui est rempli d'amour et de bienveillance. Et la preuve en est, c'est qu'il a envoyé son Fils venir pour nous permettre d'être restaurés dans une relation avec lui. Et ce Dieu-là veut justement se faire connaître comme audience. Il veut nous montrer qu'il est là et dire, moi je te vois tel que tu es. Et tel que tu es, je t'aime. Et pour pouvoir t'aimer tout en étant juste, eh ben, je t'offre que mon Fils ait pris tout ce qui va pas chez toi à ta place sur la croix, avec la substitution de Christ, donc sur la croix. Et en fait, si son audience sa présence n'est pas suffisante aujourd'hui, elle ne le sera jamais, et rien ne pourra nous satisfaire.
Voilà un premier Excellent, point. Ouais. ouais. Et toi? Écoute, moi, pour reprendre cette idée d'Éden dont j'avais parlé tout à l'heure, la question, c'est que on est vite sorti de l'Éden. Tu vois, on est vite sorti de l'Éden, il y a vite eu la chute. On voit que dans toutes les émissions de télé-réalité, ça dégénère très vite en fait. Il y a peut-être le premier épisode qui nous montre, ok, est-ce que tout va rester comme ça? C'est tout le temps le plot, quoi. Ouais. Ok, on a le cadre idéal, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a les trahisons, il y a le cœur de l'homme, il y a l'humain, quoi. Il y a toute la pourriture qui se déverse. Et nous, forcément, on est aussi dans cette position-là où on vit dans un monde qui est déchu, où on vit après la chute. Sauf que la sortie de la télé-réalité manipule ça. Ouais. C'est non, mais je veux dire la sortie littérale, c'est-à-dire quand un mec est éliminé, c'est sur le vote des spectateurs. Ouais, il est au rebut, quoi. Il est au rebut, mais il revient dans la vraie vie. Il revient dans la vraie réalité. Sauf que nous, si la télé-réalité est une espèce de microcosme, de mini-miroir de ce qu'on vit, quand nous, on sortira de la réalité, ce sera définitif et il n'y aura pas de deuxième chance. Le mec qui s'est vautré pendant son émission de télé-réalité, il peut se rattraper quand il sort. Il aura d'autres chances. Certains sont même plus connus après avoir loupé une télé-réalité que d'autres qui l'ont réussi. Sauf que dans la vision eschatologique, dans la vision des derniers temps, la sortie, c'est la mort et on n'aura pas de deuxième chance. C'est ça. Et du coup, nous, ça nous invite à vivre la vie memento mori en sachant que c'est pas un jeu de télé-réalité. Et on oublie que la télé-réalité, en fait, c'est un jeu et que c'est pas la réalité. Nous, c'est vraiment la réalité et on n'a qu'une seule chance, on n'a qu'une seule carte. Ah là là, mais tout à fait. Et je trouve ce que tu dis est tout à fait pertinent sur l'importance qu'un jour, justement, il y aura plus d'autres occasions, quoi. C'est un jour, on sort vraiment de cette vie ici, quoi. Là, bien une terme. Il y a bien un moment donné, il y aura une fin, comme il y a un générique de fin à chaque télé-réalité, même. Il y a une fin à chaque saison. Nous aussi, notre vie est qu'une saison qui aura une fin. Et Dieu qui a été spectateur de ce qui était notre vie, alors que nous, spectateurs les uns des autres, on voit à quel point on est méchant, on voit à quel point on est injuste, on voit à quel point on est moqueur, et on voit, c'est un défouloir, la télé-réalité, pour ce côté pervers, alors que Dieu, lui, tant qu'on est dans cette vie-là, son regard vis-à-vis de nous, c'est un regard d'un Dieu qui est père, donc qui est plein de compassion, mais qui en même temps exige le changement et souhaite autre chose pour nous et nous donne l'opportunité, si on revient à lui par la foi, d'être vraiment en lien avec lui et laver et de rentrer dans la vraie maison. Tu vois, c'est la maison du Père, de rentrer dans sa vraie présence qui, elle, est satisfaisante et qui n'est pas factice et qui a une portée en plus éternelle, quoi. Et il est plein de compassion, mais à un moment donné, il y aura un générique de fin. Et Dieu dira, est-ce que tu as voulu rentrer à la maison ou pas avant? Et si tu n'as pas voulu avant, maintenant, tant pis, tu sors de la maison, quoi. Et là, ça sera tout le côté pervers de la télé-réalité pour l'éternité, quoi. Et ça, c'est terrible. Ouais. Bon, Raph. Bon, Matt. Tu viens de faire un truc qu'on va faire vendredi prochain. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Exactement. Après une analyse donc de la télé-réalité, tu t'es demandé comment on pouvait interpeller les gens par rapport au message de la Bible. Et ça, c'est un des trucs qu'on aimerait développer. Exact. Alors, du coup, on va faire ce webinaire le 12. Donc, vendredi, là, vous écoutez ça peut-être, là, vous êtes lundi. Vendredi 12 à 20h30, on sera en live sur YouTube, sur
YouTube et sur Facebook, je crois aussi, c'est cela, Mathieu? Non? Quentin m'a dit ça. Ok, bon, c'est Quentin qui va gérer. Ouais, Quentin, il est chaud. Mais bref, Ok. voilà, en gros, on vous retrouvera en live et ça sera un épisode où vous pourrez nous voir cette fois-ci. Ceux qui n'ont jamais vu Mathieu et sa belle moustache et son crâne chauve pourront le voir. Ceux qui m'ont jamais vu moi avec mon aspect tout squelettique hyper maigrichon, vous pourrez enfin me voir aussi également. Attends, si tu dis ça, ils vont se dire purée, mais en une semaine, il a dû beaucoup Le manger. mec, ouais, et voilà, donc on sera en live et on échangera. Et notre idée, justement, c'est d'aborder comment la vision biblique, vraiment la Bible et la vision biblique du monde, comment la Bible nous décrit l'histoire et la réalité et le réel, doit nous aider et est une grille de lecture pour analyser les histoires et les réalités qui nous sont proposées dans tout ce qu'on regarde, comment décoder, comment analyser ça d'un point de vue chrétien, et pour pouvoir mieux comprendre notre culture, la rejoindre, mieux l'analyser et la confronter, au sens de dire la mettre face à la vision biblique du monde et apporter une réponse et montrer comment la vision biblique en fait du monde est en fait la seule qui au final est cohérente et qui apporte un vrai espoir pour nous, quoi. Et donc voilà, on se donnera à l'exercice en live, on analysera quelque chose, on échangera, et puis il y aura tout un temps de questions-réponses, de chat, comme d'hab, avec des surprises, etc., etc. Donc ça sera super sympa. En attendant... Ouais, donc on met Ah oui. on met le lien vers l'inscription dans les notes, dans l'article, enfin bref. Ouais. Inscrivez-vous à ce webinaire, ça va être vraiment sympa d'être ensemble, d'être en direct. Ouais. Et puis en attendant, bien sûr, mettez 5 étoiles. Ouais. Mettez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de liker, de partager, tout ça. Voilà. Et merci à toutes et à tous et à tous et à tous. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir.